Bonjour à tous, bienvenue pour la quotidienne du 27 juin. Au sommaire aujourd'hui, retour en images sur les événements du week-end, notamment séquence émotion avec les Pirates qui ont remporté la Coupe de Suisse. On reviendra également sur la quinquennale du SDIS Niandaul. Du côté politique, on donne la parole à Chantal Landero. La municipale de Levaux a vécu son dernier conseil intercommunal après avoir annoncé son départ de l'exécutif de sa commune. Nous lui avons donné la parole. Pour terminer sur notre plateau, nous recevons la commune de Saint-Cergue qui s'offre un tout nouveau festival de jazz. De ton côté, Alexandre, où es-tu? Que fais-tu aujourd'hui? Salut Andrea, eh bien je suis à Nyon devant le musée du Léman et tu vois ce panneau derrière moi qui indique la nouvelle exposition temporaire qui est à voir jusqu'au 4 août qui s'appelle Plastique Léman. Ce sont des panneaux que tu vois derrière moi et qui servent à la fois à sensibiliser, à informer les gens sur la pollution des microplastiques dans le Léman, les origines, les dangers. Et puis bien sûr, c'est en accès libre ici, dans la cour du musée du Léman. Donc on va tout expliquer après. À tout à l'heure, Alexandre. Alexandre qui n'est pas encore sous la pluie, on te croise les doigts. En sport, les Pirates ont soulevé la Coupe de Suisse de rugby. Samedi à Lausanne, les Lyonnais ont pris leur revanche sur leur qualification manquée dans les finales de championnat en remportant 27-23, un match très serré, un match signé tout en émotion et filmé par Alexandre Caporal. Cyril, ça y est, elle est là cette Coupe Suisse de rugby, ça fait quoi? Ça fait plaisir. On a cassé la marche pour la demi-finale il y a 3 semaines contre cette même équipe. Donc c'est vraiment un objectif aujourd'hui de finir sur ce titre-là. Donc ça fait vraiment plaisir. Patrice Philippe, ça y est, Nyon l'a fait, il vient de remporter la Coupe Suisse de rugby. Comment vous vous sentez? Très heureux, très fier des joueurs et touché. Cette coupe, elle a un parfum de revanche un peu. Ouais, c'est une revanche pour le groupe. On a beaucoup été critiqués. Première année que Nyon ne se qualifie pas depuis des années, en demi-finale et tout, donc ça a fait parler. Voilà, nous on est resté en notre bulle, on s'est resserré. Ça fait 3 semaines qu'on s'est mis en mode finale de coupe. Et voilà, l'objectif est avec une équipe mixte entre des joueurs de l'équipe 1, de l'équipe 2, enfin un groupe senior qui a bien bossé. On savait qu'on avait des choses à prouver après le fait qu'on ne soit pas qualifié en play-off. Donc on savait que c'était sur ce match-là qu'on pouvait montrer notre vrai visage. Et au final, c'est exactement ce qu'on a fait. Donc ça fait juste plaisir, ça fait plaisir d'offrir ça à tout le groupe, à tous les mecs qui étaient là toute la saison. On voulait absolument se racheter par rapport à notre saison en faisant déjà un gros match ici et puis essayer de ramener cette coupe, chose qu'on a faite. Le plus important pour nous, c'était déjà d'arriver à se retrouver au niveau de groupe, de retrouver cette envie on a eu un gros frein après cette non-qualification et puis là il a fallu qu'on se rebelle, qu'on continue à s'entraîner dans la douleur et ça nous a fait beaucoup de bien au niveau du groupe. On avait à cœur de chercher de se venger en fait de cet affront pour ce grand club Nyon et on voulait vraiment comme on avait lu dans le journal par notre capitaine, on voulait décrocher la lune et je pense qu'on a fait quelque chose aujourd'hui grâce à ce genre de joueurs exceptionnels. Comment ça se fait qu'aujourd'hui Nyon arrive à remporter cette coupe? On s'est resserré et il y a 3 semaines on perd contre cette équipe qui nous sort des 4 et parce qu'on n'avait pas mis les ingrédients, on les avait regardés jouer. Aujourd'hui on s'est dit que devant il fallait qu'on fasse un gros travail. C'était la dernière d'Alex Coulon. Il se parle que c'était peut-être la mienne, c'est les autres. Voilà, on a joué un petit peu sur l'émotion, sur les sentiments. Donc c'est comme ça que ça marche. À un moment donné, le rugby c'est une bande de copains avec un ballon autour et quand il n'y a pas le ballon, il y a les copains quoi. C'est pas compliqué, c'est qu'on s'était planté nous-mêmes. Donc il a fallu qu'on se responsabilise, qu'on remette les joueurs face à face et puis qu'on effectue un travail mental dans nos approches des entraînements, dans notre construction des entraînements et surtout avec eux beaucoup échanger par rapport à ce qui n'avait pas été en championnat et qu'on ne reproduise pas ces mêmes erreurs et qu'on remporte cette coupe. Et puis ça nous donne quand même une bonne fondation pour la saison prochaine avec nos jeunes pour repartir sur de bons pieds. Ouais, ramener un titre en fin de saison, on imagine que ça fait du bien. Vous avez le regard, j'imagine, déjà peut-être sur la saison prochaine. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Quels seront les objectifs? Elle se construit, elle se prépare bien. Là, on va pouvoir vraiment s'y pencher sérieusement avec le groupe, les joueurs. On va les faire souffler un petit peu quelques temps. Et puis, on va se retrouver pour reprendre la saison de meilleure façon que l'année dernière, parce que ça a été un petit peu un handicap pour nous, ce début de saison l'année dernière. Puis il y a l'anniversaire du club, donc le 20 août, où là je donne rendez-vous à tout le monde aussi, parce que donc, cet anniversaire-là, on ramène cette coupe aussi, donc c'est un bel anniversaire pour nous.
zumba, zumba, zumba. Ah la zumba, zumba. Ah la zumba, zumba, zumba. Ah la zumba. Ouais! On est champion. Chantal Landero quitte la politique. La municipale de Levaux a annoncé sa décision la semaine dernière. Elle a donc vécu son dernier conseil intercommunal jeudi dernier. Elle explique ses raisons au micro d'Alexandre Caporal. Bonsoir Chantal Landero. Bonsoir. Alors c'était votre dernier conseil intercommunal ici à la région de Nyon, étant donné que vous avez annoncé la semaine passée votre décision d'arrêter définitivement la politique ici dans la région. J'aimerais savoir comment vous vous sentez ce soir. C'est un sentiment partagé en fait. J'ai ce sentiment du devoir accompli et d'avoir pris la meilleure des décisions pour moi. C'est pas vraiment habituel quand on donne de son temps aux autres, quand on a des valeurs altruistes, de vraiment se mettre au centre et puis de dire ben voilà, là je peux plus. Donc je m'arrête en sachant que ben, j'ai fait ce que je pouvais, que j'ai contribué du mieux que je pouvais pour ma commune, pour ma région. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre cette décision d'arrêter la politique? La prestation de serment, on l'a fait d'abord pour notre commune de domicile en fait. Et là, je ne trouvais pas ma place dans cette municipalité avec des propos en fait, qui me faisaient sentir qu'on n'avait plus besoin de moi quoi, et dévalorisant. Pourtant, on a le sentiment quand même, quand on a vu l'hommage que vous a rendu à la fois le CODIR de la région de Nyon et ce conseil intercommunal, ça devrait vous faire pencher autrement, non? J'ai essayé dans cet exercice de me dire que j'aurais la force de passer outre, de laisser en fait ces propos en fait dans mon berceau municipal. Et puis que le comité directeur ou l'association intercommunale scolaire et la région seraient suffisants. Et en fait, à un moment donné, c'est un non-sens. C'est un non-sens. Si l'équipe de base ne répond plus à vos valeurs de respect, eh bien, c'est juste normal de s'en aller. Surtout quand on commence à se démolir personnellement. Qu'est-ce que vous allez regretter dans la politique ? L'échange humain, vraiment. Je pense que, de nouveau, on est venu me chercher. Moi, jamais j'aurais pensé faire de la politique, jamais. Je viens d'une famille qui est apolitique. Et puis pour moi, la politique, c'était beaucoup de blabla et peu d'actions concrètes, en fait. Et on est venu me chercher en démentant cela, en disant, sur une commune rurale, oui, c'est concret. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Et c'est ce que j'ai aimé, en fait. Qu'est-ce que ça vous a fait, justement, de savoir que vous alliez manquer à la région de Nyon ? C'est sûr que ça fait du bien. Enfin, il y a des départs plus malheureux que ceux-là. Je sais les relations qui ont été tissées et je sais qu'elles sont vraies. Et puis je pars avec ça, en fait. Je pars avec beaucoup d'amour, mais sur ma commune aussi. Oui, je pars la tête haute en sachant que j'ai encore des choses à faire et à proposer, peut-être dans le monde qui est le mien, qui est celui du social. Voilà, c'est ma formation de base. Donc, on verra bien ce que demain me propose, en fait. Et en bref, il faudra payer davantage pour être dans la région. Le conseil intercommunal a accepté une hausse des cotisations dès 2023. Les membres de région de Nyon devront cotiser à hauteur de 25 francs par habitant contre 20 actuellement. Le comité directeur a expliqué que l'association est en déficit, mais qu'elle a envie de se donner les moyens de sa politique. De la politique, on retourne à Nyon, mais cette fois-ci au musée du Léman avec toi, Alexandre. Fais-nous visiter cette exposition. C'est parti. Oui, je suis en compagnie d'Anne-Sophie Delisle qui travaille pour le musée du Léman. Alors Anne-Sophie, dites-nous, qu'est-ce que c'est cette exposition Plastique Léman ?
Alors, c'est une exposition avec on est 3 acteurs. Ocean-Eye, qui est une association menée par Pascal Hagman, qui travaille sur la pollution plastique en mer et aussi sur le Léman. Et le Musée du Léman, donc nous qui avons pour fonction de retranscrire ces informations scientifiques brutes au grand public. Et puis un artiste local, photographe, avec qui on a l'habitude de travailler, vraiment un enfant du pays, Nicolas Libert. Donc 3 entités pour justement cette exposition en libre accès ici dans la cour du Musée du Léman. Alors je me tourne juste, Andrea, comme ça, voilà, je vais pouvoir suivre Anne-Sophie. Alors allez-y, expliquez-moi un petit peu ce qu'on peut trouver en fait sur ces panneaux d'affichage et pourquoi ils sont là. Alors, ils sont là, déjà, ils sont dans la cour, en extérieur, en libre accès jusqu'au 4 août. Alors déjà, d'une part, parce que quand Ocean-Eye est venu nous trouver, malheureusement, nous, on a un planning d'exposition qui est booké jusqu'à 3 ans. Mais on tenait absolument à parler de cette problématique des microplastiques, cette pollution invisible sur le Léman. Donc, on s'est dit que si on ne pouvait pas pousser nos murs, on pouvait... malgré tout présenter cette problématique, cette exposition au grand public. Et finalement, c'est un mal pour un bien parce que voilà, elle est en accès libre à toute heure de la journée jusqu'au 4 août. Donc sensibiliser à la fois scientifiquement et puis artistiquement, comme je le vois là avec ces panneaux qui sont réalisés par cet artiste. Redites-moi, Nicolas Libert. Nicolas Libert. Et puis si vous pouvez nous dire 2 mots peut-être de son travail et de pourquoi vous avez décidé d'avoir à la fois des panneaux informatifs et des panneaux plus artistiques. Alors, on voulait associer le travail scientifique, de vulgarisation scientifique, avec une autre phase du panneau qui serait plus interpellative. Et donc, on a, grâce au financement du service développement durable de la ville de Nyon, qui demandait donc à Nicolas Libert, qui est un enfant du pays, comme je disais, qui est photographe et artiste, de nous proposer sa vision un petit peu de ces microplastiques, de cette pollution invisible. Et donc, lui, il a eu l'idée de mettre en résonance ses propres clichés avec des images d'archives du Musée du Léman. Et donc, ça a été un travail très minutieux de recherche dans notre centre des collections. Et donc, à chaque fois, il y a une de ces photos associée à une image d'archive du musée, découpée comme un pavois d'avertissement, en fait, attention microplastique, sur lesquels il a superposé ces plastiques qui ont été ramassés sur le Léman, sur ces plages ou dans les eaux du Léman, par l'association Ocean-Eye et par Nicolas Libert. Et en fait, il a voulu montrer un lac heureux qui traverse les années de manière heureuse, avec plein d'usagers différents, mais qui, sans s'en rendre compte, est parasité par ces plastiques. Eh ben, parfait. Donc, on s'arrête là pour la petite visite artistique et puis on va aborder le côté scientifique avec votre collègue d'Ocean-Eye, Pascal, qui nous attend juste là-bas pour tout nous expliquer sur les origines et les dangers de ces microplastiques. Merci Anne-Sophie. Avec plaisir. Et puis, Andrea, on va apprendre un peu plus avec le volet plus scientifique sur cette exposition au Musée du Léman tout à l'heure. À tout à l'heure, Alexandre. Et d'ailleurs, tu sauras pour les petites histoires de famille que Nicolas Libert est le frère de Vincent Libert, le conservateur au château de Nyon. Voilà, comme ça, tu sais tout. À tout à l'heure, Alexandre. Le monde est petit. Exactement. C'est une tradition, tous les 5 ans, le SDIS Nyons-d'Aul effectue sa revue quinquennale avec un cortège, une présentation aux autorités, mais aussi des démonstrations pour la population. Une manifestation qui avait lieu samedi dernier à Nyon. Nous y étions. C'est une journée qui permet de présenter les moyens sapeurs-pompiers de la ville de Nyon et des environs à la population et que la population puisse découvrir les moyens d'intervention de plus proche et presque quasiment de pouvoir les toucher. Est-ce que c'est facile? Non, pas trop. Et est-ce que plus tard, tu as envie d'être sapeur-pompier? Oui, je pourrais. C'est ma première quinquennale, donc je suis hyper contente d'être là. Premièrement, c'est une passion depuis que je suis toute petite, c'est-à-dire que je vais en caserne depuis que je suis toute petite. Et puis de pouvoir faire partie pour sauver la population, c'est un truc qui m'a toujours intéressée. C'est l'aboutissement de tout ce qu'on fait en général dans les interventions, en exercice, etc. Donc, et puis on aime montrer au public ce qu'on fait et puis leur faire connaître nos équipements et nos pratiques, nos procédures. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Alors mon fils, il adore les camions pompiers. Alors on est venu pour ça, et magnifique. En plus on a cru que c'était pour le vrai, pour l'ambulance. Alors c'était super.
Il y avait plein de mousse partout. Il y avait aussi, ils sont allés chercher de l'eau pour pouvoir éteindre un feu. Et il y a aussi eu les secours. Est-ce que plus tard, ça te donne envie d'être sapeur-pompier? Oui. Les pompiers sauvaient un camion qui était en train de prendre feu. Et plus tard, est-ce que toi aussi, tu as envie d'être sapeur-pompier? Non. Pourquoi? Parce que j'aimerais faire policier. La quinquennale du SDIS Nyondol, c'est l'opportunité pour les autorités, donc les 18 communes membres du SDIS, de finalement venir remercier l'ensemble du SDIS, les sapeurs-pompiers volontaires, les états-majors, pour tout leur engagement et le travail accompli durant une législature. C'est un moment qui vous a particulièrement ému, je crois. Pourquoi? Je dois dire que c'est un monde que j'ai découvert en prenant mes fonctions de municipale il y a maintenant 6 ans. Je n'ai pas été sapeur-pompier moi-même, et puis j'ai découvert au sein de ce corps des valeurs qui sont vraiment les valeurs qui me touchent. L'engagement au service de l'autre. Nos sapeurs-pompiers finalement renoncent très régulièrement à des moments en famille, des moments auprès de leurs proches pour venir porter secours. Et c'est vrai que j'ai un énorme respect pour l'entier du corps des sapeurs-pompiers. Ça montre la réalité de l'investissement, du travail, comme le stipulait si bien par rapport aux familles. Enfin, c'est personnel et tout, mais nous on en fait partie en fait. D'octroyer du temps. Le fait de partager aujourd'hui cette journée de la quinquennale, qu'est-ce que ça représente pour vous en génération et en famille? Déjà de servir la population, et puis surtout la fierté de servir avec les deux fils. Alors de temps en temps j'ai des reproches parce que je ne les reconnais pas tout de suite en intervention quand il y a du commandement, mais en tout cas c'est une fierté de servir avec les deux générations. Chaque sapeur-pompier, en tout cas du site de Nyon, attend la quinquennale des fois pour mettre un terme à sa carrière. Et on a pu le découvrir, on a pu découvrir un moment émouvant avec le passage de témoin du porte-drapeau. C'est un moment émouvant. Pour vous, c'est un moment particulier puisque quelque part, c'est aussi un au revoir. C'est un début d'au revoir, en effet. J'ai eu le plaisir de remettre le drapeau du SDIS à mon fils. C'était un moment particulièrement émouvant et je suis fier qu'il continue dans la lancée et qu'il soit pompier volontaire comme je l'ai été pendant longtemps. La commune de Saint-Cergue s'offre un festival de jazz. La semaine dernière, la municipalité a surpris tout le monde en présentant un projet déjà ficelé à 105 000 francs, programmé pour fin août, les 26, 27 et 28 août. On en parle avec nos deux invités. Paul Ménard, bonjour. Vous êtes le syndic de Saint-Cergue. À vos côtés également Stéphane Ossacon. Vous êtes le directeur de l'École des musiques actuelles pour Genève. Bienvenue à tous deux sur ce plateau. Merci beaucoup d'être avec nous. On va commencer la discussion avec vous, Monsieur Paul Ménard. Vous avez été très joueur avec l'organisation de ce festival, puisque l'organisation était déjà bien avancée avant de le présenter au Conseil et notamment avant de demander ce préavis qui demandait un crédit de 105 000 francs. Pourquoi? Écoutez, c'est pas qu'on est très joueur. En fait, on a respecté à la lettre l'esprit puis la réglementation sur la loi sur les communes, puis le rôle d'un conseil municipal, d'un exécutif. Je rappelle qu'au cours de ce conseil, il y a aussi un préavis qui a été présenté à hauteur de 90 000 francs qui n'était pas annoncé pour la gestion des parkings. Hein? Donc, mais lorsqu'on parle de culture, c'est toujours un peu plus problématique. Maintenant, il faut savoir que ce préavis a été présenté plusieurs semaines en amont à la Commission du tourisme et à la Commission des finances qui, toutes deux, les deux commissions, ont fait des préavis très favorables à ce projet. Alors que pour certains conseillers, ils ont eu l'impression d'être mis devant le fait accompli. Non, pas vraiment, parce que moi, j'ai aussi dit à ce conseil que si les gens votaient non, que j'acceptais, la municipalité était pour accepter leur décision, qu'on arrêtait tout le lendemain matin. Mais sachant, M. Ménard, que la programmation était déjà au complet, bien avancée, bien travaillée, est-ce qu'il était vraiment et réellement possible de stopper ce festival à ce moment-là? Il n'y avait aucun contrat de signé encore. Hein. Aucun contrat de signé, donc aucun engagement formel auprès et des groupes et de la sonorisation et de l'éclairage et de la sécurité.
La seule chose sur laquelle on avait commencé les travaux, c'est dans le cadre de la mise en place d'un logo, mais d'un logo qui a été demandé auprès de l'entreprise de communication, qui puisse être utilisé sur l'ensemble des événements qui pourraient avoir lieu dans le courant de l'année et dans le futur. Oui, du coup, la programmation, le logo, l'affiche est là, on va vous la présenter en images. Monsieur Paul Ménard, pourquoi avoir voulu faire ce festival de jazz, sachant que dans la région, il existe déjà un festival de jazz, Jazz au Peuple? Écoutez, premièrement, il faut savoir qu'il faut replacer Saint-Sergue. On est une commune touristique avec plus beaucoup de choses au niveau tourisme, donc les infrastructures touristiques sont à la peine. Et puis, les seuls événements pour lesquels la commune investit quand même beaucoup, c'est au niveau des activités sportives hivernales. Hein? Maintenant, il y a d'autres saisons dans l'année. Et puis, lorsqu'on regarde ce qui doit être fait, tout le monde, on est tous à l'unisson pour dire que les activités touristiques doivent s'échelonner sur l'ensemble de l'année. L'objectif, donc, de ce festival, c'est pas un festival qui s'est plaqué comme ça. Il y a aussi un historique à Saint-Sergue. Ouais, une histoire qui est liée à la culture aussi de Saint-Sergue. Stéphane Oussacon, vous en savez quelque chose. C'était un festival qui met à l'honneur aussi une artiste qui a vécu à Saint-Sergue. Est-ce que vous pouvez justement nous expliquer cette histoire et le lien avec Saint-Sergue? Oui, alors, quand j'étais directeur de l'EJMA à Lausanne, donc c'est une école de musique actuelle, c'est le pendant de l'ETM Genève, côté Lausanne, j'avais une professeure de chant qui s'appelait Lavelle Dogan. Et j'étais étonné de savoir qu'elle habitait à Saint-Sergue. Et puis elle est décédée aussi dans une situation assez dramatique, de solitude. Et quand Paul Ménard est venu me voir pour me parler de ce projet de festival, je me suis dit, mais c'est l'occasion de rendre hommage aux gens qui sont passés par Saint-Sergue, qui ont été des grands artistes, parce qu'elle a été quand même la chanteuse de grands musiciens comme Lionel Hampton et d'autres. Donc je me suis dit, tiens, c'est l'occasion de cibler aussi quelque chose de l'ordre de la création. Hein. C'est pas juste de la programmation. Tiens, il y a un groupe qui existe, on les programme et tout, mais de dire qu'à travers la commune de Saint-Sergue, on rend hommage et on crée quelque chose d'unique. Ouais, vous donnez notamment la place aussi aux jeunes, puisqu'il y a des espaces qui seront aussi dédiés à la jeunesse. Pourquoi c'est important justement de leur laisser cet espace et cette scène? Parce qu'en fait, en tant que pédagogue, en tant que directeur d'école, même tous mes collègues, on est là pour la pérennité de cette musique. Et quand vous disiez qu'il y avait un autre festival de jazz à Prangin, tant mieux qu'il y en ait plusieurs dans la région, parce qu'il y a beaucoup d'artistes, il y a des hautes écoles qui permettent une formation juste exceptionnelle, des musiciens exceptionnels qui sortent de notre école à Lausanne. Si c'est pour les former et de les laisser aller faire la manche, c'est vraiment ridicule. Donc je trouve que c'est très, très important que des syndics s'engagent dans des démarches comme ça pour permettre effectivement à ces jeunes talents de s'exposer. Et d'associer les écoles à ce festival, pour moi, c'était aussi important que, en tant qu'école genevoise, je puisse associer des collègues de la région de Nyon pour qu'on puisse effectivement montrer tout ce qui se passe et toute la richesse qu'il y a au niveau de la formation. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas trop de festivals, puisque justement on peut citer l'exemple de Savadivonne, vos voisins qui ont dû dernièrement annuler un festival faute de vente. On pourrait penser que du coup c'est un risque pour la commune de Saint-Sergue. Ça restera un risque, c'est sûr. Hein. Première édition, on verra bien. On s'est rendu compte de la complexité au niveau logistique, au niveau de la programmation. Maintenant, ce qui s'est passé à Divonne reste à Divonne. Je veux dire, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé politiquement, mais voilà. Je pense que je ne vais pas commenter plus loin que ça. Paul Ménard, vous annoncez déjà une couverture de déficit de 50 000 francs. Qu'est-ce qui justifie justement qu'on prenne le risque à ce point-là de faire venir ce festival, du coup? Écoutez, au même titre qu'on dépense 70 000 francs pour une petite patinoire, hein. Puis comme l'a indiqué le président de la Commission des finances, ça représente peut-être 0,3 % du budget annuel de la commune. Donc aujourd'hui, au niveau sportif, on couvre le déficit des pistes de ski de Télédôle à Saint-Sergue. On couvre le ski de fond. Personne ne se pose la question. On couvre la petite patinoire. Personne ne se pose la question. Puis la culture, c'est toujours un peu...
Il n'y a jamais d'argent pour la culture, alors que je pense qu'on est d'accord avec Stéphano. Dans une situation comme aujourd'hui, où on vit, c'est pas très facile, on est convaincu que la culture a sa place et est nécessaire aussi au bien-être des gens. Hein. Oui, mais ça peut paraître surprenant, Paul Ménard. Vous êtes syndic, j'imagine que vous avez autre chose à faire aujourd'hui que de vous occuper d'un festival. Et pourtant, vous y êtes. Hein. On vous sent aujourd'hui investi à fond dans ce festival. Pourquoi? Je peux entendre ce besoin de culture, mais pourquoi? Est-ce que c'est réellement votre rôle en tant que syndic d'avoir ce rôle aujourd'hui dans le festival? Autant que, je veux dire, c'est notre rôle aussi d'assurer la viabilité des pistes de ski de fond. Alors, il faudrait m'expliquer quelle logique permettrait de dire, le ski de fond, c'est OK, mais la culture, quand même pas, c'est pas votre rôle. Notre rôle, c'est de créer les conditions pour que le tourisme saint-sergois puisse se développer. S'il n'y a rien qui se passe, si c'est vide comme la plupart des étés où il ne se passe rien, puis le parking de Sivieux-Ville est désespérément vide, alors à ce moment-là, on continue le petit train-train, puis on est là à pleurer, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour nos commerces, puis nos restaurants, puis on aimerait avoir un hôtel à Saint-Sergue, un petit complexe hôtelier. Oui, mais pour avoir un complexe hôtelier à Saint-Sergue, il faut qu'il y ait aussi des... C'est sûr que ça fait marcher aussi le tourisme, et j'aimerais vous laisser le dernier mot, Stéphano Sacon. On a parlé, donc donner cette scène aux jeunes, des artistes internationaux, peut-être aussi une manière de faire connaître le jazz à toute une population qui n'est pas sensible aussi à cette musique-là. Absolument. Et c'est pour ça que dans les axes de programmation, j'ai vraiment orienter, je dirais, l'esthétique musicale à 360 degrés. Il y a du vieux style. Et pour moi aussi, ce qui est essentiel, c'est de renouer avec l'histoire de la danse. C'est-à-dire que le jazz est issu d'une multitude de traditions, mais ça a tout le temps été lié à la danse. Et à chaque soirée, il y aura un concert qui permettra aux gens de venir faire la fête, de danser. Et il n'y a pas besoin d'être un grand spécialiste du jazz pour pouvoir profiter de ces moments-là. Stéphano Sacon, Paul Ménard, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Une excellente journée à vous deux. On se retrouve donc sur Saint-Sergue les 26, 27 et 28 août pour ce festival de jazz. En attendant, on retourne à toi, Alexandre, toujours au Musée du Léman. Oui, et je suis en compagnie de Pascal Hagman, qui est le directeur d'Ocean Eye. Alors, dites-moi, Pascal, pourquoi est-ce que vous avez participé à cette exposition ici au Musée du Léman sur les microplastiques dans le Léman? Et puis, quel a été votre apport? Alors, Ocean Eye est une organisation qui traite en priorité de la pollution des mers par les déchets plastiques. On a mené également une campagne d'études en 2018 et 2019 sur la pollution dans le Léman. On est arrivé au constat que le niveau de pollution dans le Léman était du même ordre de grandeur que celui des océans. Et ça nous a semblé important de communiquer à ce sujet, raison pour laquelle on a proposé cette exposition avec le Musée du Léman pour démontrer et pour illustrer cette pollution. Il y a ces chiffres qui sont vraiment parlants. Je vais essayer de zoomer un petit peu dessus, mais où on voit en fait que la pollution du lac Léman peut être quasiment au-dessus en fait, que la population des eaux mondiales. Alors effectivement, en fait, on a mesuré donc, sur le compartiment de surface, donc les plastiques qui flottent en surface des océans et du Léman, on a comparé les concentrations mesurées ici dans le Léman en rouge. Donc pour des particules de plus de 1 mm, on a mesuré une moyenne de 42 grammes à peu près par kilomètre carré. En Méditerranée, on est à près de 72. Dans l'océan Atlantique Nord, 36. Et la moyenne mondiale serait d'ordre de 27 grammes par kilomètre carré. Et comment on explique ça, justement? Donc, dans le Léman, les pertes par habitant sont probablement relativement faibles, mais il y a simplement une forte densité de population autour du Léman. Il y a à peu près 1 million de personnes qui habitent sur le bassin versant du Léman. Donc, même si les pertes par habitant sont faibles, puisqu'en Suisse, nous avons un bon système de traitement de déchets, le nombre, vu la taille du plan d'eau, fait qu'on a des concentrations malgré tout relativement importantes. Alors, on va continuer cette visite ensemble, Pascal. Et puis, je crois que justement, vous vouliez vous attarder sur cette pancarte qui nous explique justement la présence, les origines en fait des microplastiques. C'est ça? Voilà, effectivement. Donc, nous, les êtres humains, nous produisons des objets en plastique, dont une partie sont perdus dans les océans ou ici dans le lac Léman. Ce qu'on voulait montrer aussi, c'est l'évolution de cette consommation de plastique moyenne dans le monde. Donc ici, on voit cette courbe. On a commencé à consommer du plastique dans les années 50. Donc
il y a une septantaine d'années. En jaune, on voit ici l'évolution de la consommation jusqu'en 2020. On consomme à l'échelle mondiale aujourd'hui à peu près 400 millions de tonnes de plastique par an. Ça représente à peu près 7% de la production de pétrole qui est destinée à la fabrication du plastique. Et les projections pour l'avenir sont assez vertigineuses. Ça s'explique d'une part par l'augmentation de la population mondiale, mais aussi l'augmentation du pouvoir d'achat moyen dans le monde. Donc on va être de plus en plus nombreux à consommer du plastique et on va par individu en consommer de plus en plus également. Et quels sont ces dangers justement, notamment dans une eau comme celle du lac Léman? Alors on va retrouver ces plastiques un peu dans tous les compartiments de l'écosystème lémanique, que ce soit en surface, dans la colonne d'eau, dans les fonds, dans les sédiments, sur les rives et également dans le biota, donc dans les êtres vivants, notamment des organismes filtreurs ou des poissons qui sont des organismes qui ne sont pas sélectifs, qui vont ingérer ces objets en plastique. Et aujourd'hui, la question, c'est principalement quel est le danger toxicologique de ces plastiques, puisque dans les plastiques, on va retrouver toutes sortes d'additifs qui peuvent être relargués dans les tissus des organismes lorsqu'ils sont ingérés. Effectivement. Et là, je me tourne ici vers cette pancarte illustrée avec une vache. Alors pourquoi? Alors voilà, c'est le côté un peu local. Il y a une étude qui a été publiée par un de nos collègues qui s'appelle Julien Boucher en 2019, qui a essayé d'étudier en fait les sources de pollution plastique dans le Léman en quantité avec ces différentes sources, et on a voulu comparer ça en termes de poids de vache. Voilà, c'est un peu la blague. Donc la source principale dans le Léman, ça serait les résidus de pneus. Les pneus, lorsqu'ils s'usent, produisent des microplastiques, des petites particules de plastique qui sont perdues en partie dans le Léman. Donc on parle de 30 tonnes, ce qui représenterait à peu près 40 vaches. Il y a également des emballages, qui est une source importante de particules de plastique. Les textiles, donc principalement nos habits, dont certaines fibres sont faites en matière synthétique. Les matériaux utilisés pour la construction également. Alors, voilà d'où proviennent les microplastiques qu'on retrouve dans le Léman. On voit aussi, on a vu tous ces chiffres vertigineux, et puis les dangers justement auxquels on se confronte, en tout cas les eaux sont confrontées. Mais alors, quelles sont les solutions qui pourraient être proposées pour lutter contre ces déchets? Alors, on différencie en général ce qu'on appelle les sources primaires, c'est tous les microplastiques qui arrivent dans l'environnement, déjà sous la forme de microplastiques, des sources secondaires qui sont plutôt des déchets qui vont se fragmenter dans l'eau. Alors, le plus simple à traiter, c'est les sources secondaires, c'est principalement nos déchets, les déchets, par exemple, les déchets ménagers que nous produisons. Donc là, il faut plutôt chercher à réduire ou à refuser les objets en plastique, on va chercher à réparer, à réutiliser les objets et favoriser aussi le recyclage pour générer la quantité de déchets qu'on produit et également les pertes de déchets qu'on peut occasionner. Donc le tri sélectif, forcément. Le tri sélectif, voilà, et plutôt chercher à limiter les emballages, les usages uniques, tous ces objets qui ne sont pas vraiment indispensables. Eh bien, Pascal Hagman, merci beaucoup pour ces informations. Du coup, ici, Andrea, je t'ai fait juste un aperçu de cette exposition temporaire donc, au Musée du Léman, en collaboration avec Oceana, forcément. Et puis, si tu veux venir visiter cette expo, c'est jusqu'au 4 août. Ici, il y a encore plein d'autres pancartes à lire et puis à voir. Ouais, on a parlé de plastique, Alexandre, mais est-ce que d'ailleurs ton invité a trouvé un objet insolite au fond du lac? C'est la petite question curiosité. Ah, quel est l'objet le plus insolite qu'on ait retrouvé, enfin le plastique le plus insolite qu'on ait retrouvé dans le lac, vous savez ça? Ah, vous me posez une bonne question à chaud comme ça, compliqué. Oui. Alors, je sais, il y a des opérations de nettoyage qui se font sur le lac. On va sortir toutes sortes d'objets très étonnés, comme des scooters, des bancs, toutes sortes des lave-linges. Ah, des lave-linges, carrément. Oui, toutes sortes d'objets qui sont perdus dans le lac. Après, ils ne sont pas nécessairement en plastique. Ouais. Donc, le plus insolite, on va rester sur le lave-linge. Je pense que c'est déjà pas mal, effectivement. Bon, voilà, Andrea, je te souhaite une très belle journée et puis un bel été sur le lac Léman. Ouais, très belle journée à toi aussi, Alexandre. Mais on se revoit encore avant la fin de la semaine. Et avant, souhaiter de bonnes vacances à tout le monde. Très belle journée à toi. À demain. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Bonne suite de programme. Belle soirée.